le podcast Roman avec S. Super, et bien bonjour à tous, merci d'être là. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, hors série, avec mon acolyte de toujours, Romane. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, c'est super. On a été invités aujourd'hui à discuter avec des acteurs, des actrices, des personnes qui font de la magie au quotidien. Et on va leur poser quelques questions, on va discuter avec eux aujourd'hui, et voilà, notamment en lien avec un film. Un film dont le titre est... Adam le hibou. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc on a été invité ici par Robert, qui est donc le réalisateur du film et qui nous a proposé d'interviewer sous forme assez intimiste les acteurs et les actrices du film qui vont répondre à nos questions et un peu plus se livrer sur les secrets de ce métier. C'est ça, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Peut-être, avant toute chose, peut-être que chacun peut donner son nom et le nom de son personnage, histoire que, vu que là ce sera que format audio, que les gens puissent mettre au moins un nom sur une voix. Oui, donc on va ouvrir les présentations. Alors bonjour, moi je m'appelle Raphaël et j'ai le personnage de Adam dans le film quand il était jeune. Voilà, super, magnifique. Moi c'est Kathleen et je joue Charlotte. Moi c'est Oriane et je joue Elle. Moi, c'est Chloé et j'interprète le rôle de Cléo. Moi, c'est Vincent et je suis Adam, mais plus vieux. Mais pas tant que ça. Christelle et je joue Eva. Voilà, super. On a fait un petit tour de table. Donc voilà, nous sommes composés d'une belle brochette de personnes aujourd'hui. Est-ce que tu veux directement lancer peut-être question un peu brise-glace, le souvenir? Ok, alors là nous sommes donc dans la première partie, il y aura une seconde partie, donc un second podcast, mais dans cette première partie, on allait plutôt parler de la profession d'acteur et d'actrice, qui nous intéresse beaucoup, et pour un peu briser la glace, on avait une première question à vous proposer, qui est celle de quel est le souvenir, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous a aidé à devenir en fait acteur ou actrice, quelque chose qui vous a motivé dans votre enfance. Et ça peut être quelque chose de très éloigné en fait avec ça, mais est-ce que quelqu'un aimerait se lancer? Ça peut être un film qu'on a vu quand on était petit, une sensation, Mais tout de suite, oui, plein de souvenirs qui se bousculent. Finalement, dire un souvenir uniquement, c'est difficile. C'est une constellation en fait de plein de souvenirs. Moi, je sais que tout bêtement, c'est des petites pièces qu'on a pu jouer à l'école, où finalement les professeurs pouvaient encourager certains d'entre nous en voyant qu'il y avait quand même une forme de magie qui se passait, et donc c'était assez grisant. Et puis un film, moi je pense que le souvenir de regarder les Tontons Flingueurs avec mon père, qu'on a vu je pense 150 fois au minimum, dont on connaît toutes les répliques, qu'on se renvoie avant que le personnage les dise. Voilà, moi j'avoue que le personnage de Lino Ventura, ça me parlait bien, avec cette carrure, et puis cet homme qui venait du sport, et puis qui s'est fait finalement tout seul en tant qu'acteur, donc c'était une image assez forte pour s'identifier, quoi. Ouais, super. Très intéressant. Ouais. Vraiment. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir par rapport à ça? Est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que vous avez vu les Tontons Flingueurs? C'est une première C'est la base. Impérativement voir les Tontons Flingueurs. Dialogue d'Audiard, mais magistraux, mais c'est indispensable. C'est de la poésie, quoi. Pour rebondir à ce que tu as dit, Vincent, en effet, tu l'as très justement dit, on a plein de souvenirs. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, hormis le fait que j'adorais faire le pitre quand j'étais jeune, vraiment la fois où pour moi c'était un peu une révélation. J'avais 8 ans et je commençais un cours de théâtre et en fait j'étais avec cette troupe, etc. Et on m'a donné le rôle principal. J'ai commencé à apprendre et quand est arrivée la première représentation, j'étais hyper fébrile, pas sûr de moi du tout, et j'arrive les 5 premières minutes, je tremblais, j'arrivais plus à parler, j'avais le public qui m'applaudissait, enfin j'avais 8 ans quoi. Et j'arrive et au bout de 5 minutes, je commence à tout déballer. Et là, j'ai pris un plaisir juste incroyable et je me suis dit, c'est ce qu'il faut que je fasse de ma vie, quoi. Et après, les aléas ont fait que j'ai un peu baissé le truc, etc. et que je suis revenu par la suite. Mais vraiment, ça, c'était un souvenir assez incroyable. C'est un moment qui t'a marqué, en tout cas. Qui m'a marqué énormément, ouais. Et je sais exactement comment ça s'est passé, chaque chose, comme c'était hier, quoi. Ouais, c'est fou, c'est clair. Sans indiscrétion, tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 32 ans. Ah ouais, donc bientôt. Ça remonte en plus à un petit moment. Ouais, super. C'est hyper intéressant. Tu parles justement du fait qu'il y a ce rôle à apprendre. Oui. Comment est-ce qu'on se
prépare concrètement quand on est acteur, actrice à un rôle? Est-ce que quelqu'un a quelque chose, peut-être une inspiration à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on se met dans la peau de son personnage? Comment est-ce qu'on construit son personnage? Moi, je suis hyper intéressée parce que c'est un monde que je ne connais pas du tout, qui fascine beaucoup, vu de l'extérieur. Et... On a combien d'heures? C'est ça, donc à résumer en moins de 30 technique, secondes. C'est ça. Bon, les filles, comment vous faites? Je pense que c'est tout un travail déjà de regarder un peu les points qui sont similaires à nous, à vraiment ce qu'on est dans la vraie vie, et puis les points qui divergent. Puis je pense que c'est là le vrai travail, d'aller un peu creuser. Peut-être qu'il y a des points qui ne nous ressemblent pas du tout, où on n'agirait pas du tout comme ça. Et puis c'est d'aller chercher un petit peu en nous quels sentiments on peut ressentir qui se rapprochent de ce trait de caractère là ou là, mais dans des situations complètement différentes. Et puis ça, c'est un vrai challenge, quoi. Ouais, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment un truc que j'ai l'impression qui ressort des acteurs et des actrices, c'est ce truc de devoir aller chercher en soi quelque chose que tu n'es pas, mais que tu dois incarner à l'écran ou sur scène, donc comme ça. Et c'est quelque chose qui est... moi, je pourrais pas le faire, je pense pas, j'en sais rien, mais je trouve ça impressionnant, quoi. Donc, ouais. Tu dois ramener à toi. Tu dois ramener le personnage. Tu dois donner de ta personne dans le personnage, sinon ça peut être le personnage de n'importe qui. Il faut que ce soit le tien au final. Donc c'est en donnant de ta personne que personne d'autre pourra faire la même chose que toi, quoi. Mais est-ce que ça a presque un côté un peu thérapeutique d'aller chercher en soi certaines émotions, ou même pas forcément émotions, mais du coup de créer quelque chose qu'on ne connaît pas, ou qu'on n'ose pas en fait aussi exprimer? Oui, parce qu'il doit y avoir beaucoup de peur, parfois, je pense, face à un personnage, faire ressortir certaines choses de soi. Mais c'est thérapeutique et à la fois complètement déstabilisant, des fois, quand ça nous fait chercher des choses que des fois on soupçonnait même pas que ça existait en nous, ou qu'on n'aurait pas ça envie de éveille des ressentir, choses, et que, des fois ça nous fout mal, Non, mais, c'est une expérience très engageante, parfois dangereuse, aussi passionnante qu'elle peut être dangereuse, émotionnellement parlant. Des fois, on se surprend soi-même parce qu'on se fait entraîner dans cette histoire qui devient la nôtre. Exactement. C'est assez fou. Personnellement, moi, je fais une chronologie et je vois ça vraiment comme une histoire, et après, j'injecte un peu de ma personnalité là où je le ressens. Mais voilà. Ouais, en tout cas, tout le monde hoche de la tête, donc ça a l'air de faire l'unanimité. Tout le monde est d'accord avec ce postulat. Ce qui est très dangereux aussi, finalement, c'est que ça rend très libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a incarné quelques personnages différents, en fait, ça nous contamine dans la vraie vie, et il n'y a plus grand-chose qui nous impressionne. Donc, quand vous êtes le père de 2 ados, par exemple, vous leur foutez des fois la honte au restaurant, parce qu'en fait, plus rien n'est interdit. Donc, on peut faire un joke qui apparaît surprenant, on peut mettre des jeans hyper moulants, parce qu'on se sent hyper fun comme ça, et puis les 2 ados derrière, ils disent « Attends, je vais marcher à 10 mètres ». Donc voilà, ça rend très très libre, cette expérience du métier d'acteur. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a des techniques, peut-être parfois, qui sont un peu uniques à vous? Est-ce que vous en avez, vous, en fait, des techniques uniques, ou des techniques peut-être non conventionnelles que vous utilisez pour vous préparer à un rôle? Je sais pas si... C'est interdit au moins de 18 ans, le podcast. On a une audience très large. Les 2 Adams, là. Non, soyez libres. Généralement, on couche tous ensemble, en général. En fait, le casting se passe comme ça. Et si ça se passe bien, s'il y a des bonnes vibes, alors... Tout commence comme ça, en fait. C'est pour ça qu'on est tous réunis là. D'ailleurs, petit à petit, on va baisser les rideaux et ça... D'accord, bon, c'est le moment où je vais m'en aller. Je quitte mon propre podcast. Non, mais est-ce qu'il y a des techniques, peut-être ou un rituel? Parlons plutôt de ça. Est-ce que vous avez un rituel un matin, on arrive sur plateau de tournage, on sait qu'il y a une certaine heure où on va vraiment arriver pour tout ce qui est la partie costume, maquillage, coiffure, tout ça. On se prépare comment quand on arrive sur le plateau? Ça ressemble à quoi une routine? Personnellement, j'ai pas une routine particulière. Par contre, j'associe toujours une musique avec un personnage et je me mets dedans comme ça souvent. J'ai besoin de me mettre dans ma bulle avant et après, voilà. Ouais, très puissant la musique, je suis tout à fait d'accord. Très bonne rampe de lancement. Personnellement, j'ai dû apprendre à mettre le personnage de Christelle ailleurs. Genre vraiment, je peux pas arriver sur un tournage, salut, ça va, nanana. Non, parce que ça va vraiment m'handicaper pour ensuite incarner le rôle. Donc je fais très gaffe d'être neutre en fait, d'arriver neutre et puis pouvoir vraiment faire la place au personnage que je joue. Ouais.
Pas souvent sur ce tournage, je venais en voiture et puis du coup, le moment du trajet, c'était hyper important pour moi parce que, en fait, oui, quand j'arrive, j'ai besoin aussi, comme vous, de me mettre dans ma bulle, mais avant ça, je mets la musique à fond et je me lâche complet, je crie un coup, enfin, vraiment, je vis ma best life dans ma voiture. Et puis après, quand j'arrive, c'est aussi le moment un peu plus dans ma bulle, quoi. Il y a un peu les deux. Enfin, il faut un coup où j'explose et puis un coup où je me recadre. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper. Enfin, pour moi en tout cas, c'est vachement pareil. C'est très similaire. Et du coup, se lâcher à fond, articuler, faire des grimaces, faire de la diction. Même, on apprend beaucoup ça en plus avec les clients. Lâcher les tensions. Lâcher les tensions. Et juste en fait, c'est ça, de vider et être disponible et être ouvert à son personnage. Moi, pour le coup, et par rapport à Adam, j'essayais de le préparer même en sortant de chez moi la plupart du temps. Et puis bon, après, quand je voyais que je pouvais pas ou autrement, bah, à ce moment-là, je faisais ce petit rituel, comme tu disais, Chloé, dans la voiture, en criant fort, etc. Mais aussi avec la musique, ça m'a beaucoup aidé pour les scènes que j'ai eues avec toi, Kathleen. La musique, et tu l'as vu, je pense, c'est tellement un outil puissant. Mais dans la vie de tous les jours et pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, c'est ouais. sûr. C'est un gros vecteur. C'est un outil tellement puissant. Mais c'était d'ailleurs super ce qu'avait fait Rod d'ailleurs de nous réunir en mettant quelques ambiances musicales en disant voilà cet instrument ça serait Adam, cet instrument et ça a été très 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 soutenant. Après ce qui est beau c'est cette rencontre entre nous et le personnage. Enfin, moi j'utilise pas mal un peu des dérivatifs de méditation en fait où on va pouvoir visualiser le personnage d'abord à distance et puis cette rencontre et cette fusion du corps et de l'esprit avec ce personnage, sa démarche, même ses vêtements, etc. Et puis cette rencontre qui se fait en quelques minutes dans notre fort intérieur, enfin ça m'aide aussi beaucoup de visualiser finalement ce rapprochement fusionnel. Et du coup, pour rebondir un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, mais peut-être je pose la question aux autres, est-ce que après la fin d'un film, comment on sort du personnage? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a certains personnages qui sont plus ou moins justement faciles à désincarner du coup? Oui, moi je pense que quand c'est des personnages qui nous ressemblent beaucoup, c'est assez... voilà, c'est comme peut-être une espèce de continuité de nous-mêmes. Comme tu disais, je trouve que c'est une fusion aussi où tu apportes quelque chose à un personnage et le personnage t'apporte quelque chose. Et c'est comme ça que je vois la chose aussi. Une espèce de collaboration entre deux êtres, un fictif, un réel, et encore. Et puis... Après, si c'est des personnages un peu plus... ou bien des scènes assez compliquées, c'est vrai que tu peux ressentir parfois une lourdeur au niveau de tes sentiments parce que tu as donné beaucoup de toi-même. Mais l'important, c'est aussi de couper directement après pour pas être mal. Donc je rigole, après je bois des coups, ou bien on rigole ensemble, on parle ensemble de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je trouve que c'est important de couper et de pas rester dans cette humeur un peu... Revenir à soi. Oui, ça c'est... Vas-y. Ouais, moi j'ai une anecdote parce que j'ai fait un tournage, vraiment, j'étais une personnage qui devenait folle. Et elle faisait une crise d'angoisse et c'était la seule scène du jour. Et je repartais de Genève à chez moi, vers Montreux. Et je pleurais dans ma voiture, je lâchais tout et tout, j'étais trop mal. J'ai même fait des cauchemars le soir même, c'était incroyable. Et je me suis dit, ok Christelle, là il faut que tu trouves des solutions pour dissocier et en effet couper. Et maintenant... Tout le temps, je me fais un petit mot dans ma voiture que je prépare préalablement. Christelle, bien joué pour cette journée de tournage. Tu es toi, tu peux de nouveau avoir plein de lumière, tout va bien, tu as tous les choix que tu peux avoir pour ta vie. Et voilà. Et ça, chaque fois, je le lis et je suis genre, ah ouais, ok, cool. Et même si c'est un tournage cool, juste dissocier. Voilà, ouais. Savoir se protéger, ça me semble assez essentiel à vous entendre parler de ça, qu'il faut réussir à un moment ou à un autre mettre une forme de distance entre le fictif, le réel. Et c'est aussi justement un peu dans la continuité de ta question, comment est-ce que dans un métier d'image, on protège le sens de soi, son identité, que ce soit par rapport au monde extérieur, qui parfois va vous identifier comme votre personnage et pas comme vous-même, ou par rapport à votre propre personnage quand vous êtes sur le plateau, quand vous êtes en préparation avant, ou pendant une période de promotion, donc après le moment du tournage. Comment est-ce qu'on fait pour conserver son identité on a un métier où on doit donner aux gens. On a un métier où on doit
au final, on doit vachement s'ouvrir, on est hyper vulnérable, et la seule chose qu'on peut protéger, c'est les substitutions qu'on va mettre derrière les pensées de nos personnages, derrière notre personnage en lui-même, où là, c'est notre petite boubouille interne, et puis il n'y a personne, même pas notre partenaire probablement, qui ne le saura jamais. Mais au final, on est hyper ouvert, on est hyper vulnérable, parce que quand on est triste, quand on a une émotion, quand on pleure, quand on est en colère, etc., c'est vraiment nous qui le sommes à travers notre personnage, et au final, nous on est vidés, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper fatigant une journée de tournage quand on a bien travaillé, parce qu'on est complètement lessivé avec toutes les émotions qu'on a données, et on est hyper vulnérable, et à ce moment-là on peut recevoir des pics, on peut recevoir des coups, etc., et ça peut vraiment nous atteindre. C'est pour ça qu'il faut essayer aussi, quand bien même, d'essayer de se protéger un minimum à ce niveau-là, mais c'est dur parce que si on se protège, on n'est plus aussi ouvert pour le rôle et du coup pour le personnage. Il faut trouver un juste milieu. Mais c'est surtout les substitutions qui sont très intimes, très qui privées. sont hyper intimes, hyper privées, exact. Ouais. Oui, moi je me dis toujours que ce qui se passe dans ma tête, c'est ma bulle. Et ce qui se passe à l'extérieur, ça appartient à ce que les gens regardent. Et je me dis toujours aussi que tout ce que je ressens et tout ce que je vis à l'intérieur, je le donne à mon personnage et je le fais pour ce personnage. Ce qui fait que je le fais par empathie pour le personnage. Et ça me crée cette barrière sans me dissocier complètement, qui fait que tu le joues peut-être pas bien parce que t'es trop éloigné. Mais moi, c'est ma barrière en tout cas. Est-ce qu'on met des limites ? Ça, c'est aussi... Pour le coup, moi, ça me questionne aussi énormément, hein, du coup. À quel moment on se met des limites ? Pourquoi est-ce qu'on s'en met ? Comment... Alors, peut-être pas forcément dans un processus de protection de soi, mais aussi par rapport à ce qu'on est d'accord de véhiculer aussi comme... message, comme morale sur un plateau, pour dire voilà, moi je suis d'accord de travailler avec ce que je vais dégager comme image, avec quel message les gens vont garder de ce qui va être transmis. Comment est-ce qu'on met des limites ou pas ? Est-ce qu'on se questionne peut-être sur toute une vie ? Moi je pense que la limite elle doit être mise quand tu lis le scénario au départ. À partir du moment où tu acceptes ce rôle-là, après, moi en tout cas, j'estime qu'il n'y a plus de limite. Il faut s'en remettre au réalisateur et à ce qu'il imagine du personnage. Après, la limite, elle est émotionnelle. C'est sûr que si à un moment ça te démolit complètement, faut savoir dire stop ou travailler une autre voie d'accès de ton personnage pour mieux te protéger. Mais la seule limite pour moi, c'est l'acceptation du scénar. Après, c'est vraiment, c'est l'aventure. Je m'en remets à la personne qui va me faire jouer. C'est une sorte de consentement. C'est ça, exactement. Beaucoup de discussions aussi pour justement se mettre d'accord dès le départ. Qu'est-ce qu'on est d'accord de donner Il y a aussi des fois des scènes, je sais pas, peut-être dénudées ou sexuelles ou des choses comme ça. Même un baiser, des fois, il faut être clair avec ce que c'est qu'un baiser au théâtre, au cinéma. J'allais dire, les limites, elles se mettent aussi avec ton partenaire de jeu. Beaucoup le discuter avant, et une fois que tout est posé, c'est là que tu peux être libre, parce que t'es en confort avec la personne avec qui tu joues. Mais c'est vrai que ça peut aussi parfois poser un peu problème, parce que des réalisateurs parfois veulent que ce soit exactement, que tu colles exactement au personnage, et que si y a une scène de sexe, t'y vas et t'as pas le choix, et puis si t'es pas d'accord, tu risques de passer à côté du rôle, quoi, clairement. Pour rebondir sur ta question, moi j'en avais une autre qui est peut-être un peu intime, si quelqu'un veut y répondre, avec grand plaisir. Quel est votre rapport à l'échec dans votre métier ? Par exemple, j'imagine que vous avez sûrement fait des auditions que vous n'avez pas réussi, ou peut-être même lors d'un rôle, en fait, vous avez dû recommencer. J'ai vraiment cette image de couper, on recommence, couper. Je suis jamais allée sur un plateau de tournage, mais j'imagine que, il faut laisser un peu son ego de côté, mais peut-être comment vous l'avez déjà vécu. Je pense que ça peut être intéressant de pas toujours voir que le côté positif. Bien sûr. Mais, Je trouve que c'est un métier de patience et d'endurance, beaucoup d'endurance. Ça veut dire que si j'ai pas un rôle, je vais pas être bien, évidemment, je pense un petit moment. Mais je me dis que c'était pas pour moi et que ça serait une prochaine fois et que c'est pas grave. Dans tous les cas, ça a été un entraînement. Et c'est ça, en fait, c'est de pouvoir supporter cet échec et continuer à bosser et se dire qu'il y a un rôle qui t'attend au bout du chemin. Ou bien, tu peux aussi le créer en faisant tes propres projets. Mais c'est ça, c'est attendre que t'arrives, que tu sois très patient, que tu arrives au rôle qui te convient, et surtout ne pas te laisser abattre à cause de ça. Mais je pense qu'on a tous un souvenir d'un de nos premiers castings où on s'est pris une claque, quoi, forcément. Et puis au fil du temps, plus t'en encaisses, mieux ça va, quoi. Mais... En fait, faut pas qu'il y ait de confusion. Et ça, c'est l'acteur, il est dans ce métier, il fait beaucoup de confusion. Et d'ailleurs, on en parlait
récemment en cours, mais pas de confusion parce que même par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur se blinder par rapport au personnage, etc., c'est aussi pas de confusion à ce niveau-là parce que c'est pas l'acteur, enfin c'est l'acteur, il dévoile des choses de lui qui sont propres à lui, qui sont intimes, et il y a que lui qui sait, et donc du coup, vu que personne d'autre sait ça, comme personne d'autre sait si t'as raté une phrase de ton texte parce qu'il connaît pas ton texte, donc en vrai ça passe très bien, il faut pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est le personnage qui va prendre le relais, et par rapport à ça aussi, et bien au final... c'est pas que t'es pas bon, c'est pas que t'es pas fait pour, c'est pas que t'es pas fait pour ce métier ou quoi que ce soit, c'est juste que le personnage actuel tel qu'il a été écrit, il correspond pas à ta réalité à toi, enfin toi en tant que personne, et c'est pas grave. Et c'est pas grave, et ça arrivera un jour où il y aura un rôle qui sera pour toi, quoi. Il faut pas faire de J'avais envie confusion. d'ajouter quelque chose avec le mot équipe. Ça m'est venu en fait quand tu parlais de ça. Moi, je vois comme si on est une grosse équipe. Et il y a des rôles qui seront pour toi. Et il y a des rôles qui seront pour d'autres équipiers, partenaires, d'autres acteurs. Et c'est ok. C'est ok. Ça va être ce tournage avec eux. Voilà. Et quand tu dis couper, recommence sur un tournage, ben en fait, c'est aussi une équipe. Le réal, il va vouloir que tu arrives à faire la scène. Donc, en général, quand c'est dans la bienveillance et qu'il y a de la confiance et une bonne relation avec ce qui est créé, bah, ils vont t'encourager, te donner le temps, et puis ça va être cool. Donc, ouais. Non, c'est Et clair. puis pour revenir sur les échecs un peu des castings, je crois que de toute façon, il faut être un peu inconscient pour faire le métier d'acteur. Je veux dire, il faut être un peu fou. Eh oui. Parce que pour se remettre justement de casting qui fonctionne pas, d'attendre des fois 5 ans un rôle un peu important, pour continuer à croire en soi, enfin c'est ce que dit toujours Ludovic Gossio, qui a créé Acting Line, c'est vraiment ne laisser personne détruire la flamme en laquelle vous croyez vous-même. Mais il faut être un peu fou parce qu'il faut nier la réalité d'un casting, 2 castings, 3 castings, etc. Donc, Les émotions qui vont avec dans les Bien personnages, sûr. comme disait Christelle, t'es mal, etc. Et t'essaies de dissocier aussi, de faire la part des choses, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, on s'en prend plein la tronche, quoi. On s'en un prend peu plein des la tronche. cascadeurs de l'âme, ouais. Et tout ça, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Tu disais, Raphaël, avant, voilà, parfois tu rentres et tu t'es mis tellement à fond, quoi, tu vis ton truc à 3000% et t'es épuisé. T'es épuisé. Comment on reste en contact avec sa passion quand on a des journées comme ça, on a des moments d'échec, des moments de difficulté, d'incompréhension, peut-être qu'on se regarde et on se dit mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, mais comment est-ce qu'on justement fait pour conserver cette flamme? Bah, c'est une drogue, je crois. Bah, non seulement ça, et puis après, il y a plein de méthodes, il y a plein de petits tips qui peuvent t'aider aussi à aller mieux, que moi j'ai appris notamment cette année, comme par exemple la méditation, qui peut te permettre un regain d'énergie en quelques minutes. C'est comme ça, dormi 4 heures, qui peuvent te permettre aussi de t'apaiser en fonction de ce que tu as besoin. La méditation est un outil hyper puissant, et après, c'est accepter toi et savoir que voilà, dans ta tête, tu sais que tu vas aller là, tu visualises, tu sais déjà qu'à tel moment de ta vie, tu vas atteindre ce but, et tu l'atteindras forcément. C'est de la pure croyance, en fait. Et l'acteur est très philosophe aussi, mais il y a tellement... Enfin, plus je passe du temps avec des familles d'acteurs, etc., avec des profs, des coachs, plein de gens, plus je me rends compte qu'au final, l'énergie, elle est tellement... c'est pas genre tout blanc ou tout noir, tu vas au travail, tu fais ton travail. Non, il y a tellement plus que ça, il y a tellement plus de choses, c'est tellement beaucoup plus philosophique, beaucoup plus de visualisation, de méditation qui te permettent justement d'atteindre ton but et ton objectif, quoi. Ouais. Et puis, il faut pas nier la puissance de ce qu'on éprouve sur un plateau. Bien sûr. C'est-à-dire que même si on est complètement sur les genoux, complètement rincé, c'est là où je dis que c'est un peu une drogue. C'est-à-dire que, enfin, je fais un peu écho à ton souvenir de 8 ans, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé les quelques moments de trac et que tu es dedans, cette espèce de sentiment de flow, mais c'est de puissance, on est complètement grisé, en fait. Et puis, Je pense qu'on n'arrêtera jamais d'aller rechercher ça, quoi, sans cesse. Mais il faut pas oublier son propre rôle dans la vie, en fait. Oui, c'est oui. ça aussi qui fait que tu te nourris. Bien Grâce à la sûr. méditation, tu te souviens. Et puis, Bien il faut... sûr. Enfin, là où je rejoins moyen ton propos avec le fait que tu es complètement exhausted, je sais pas, genre lessivé, je me dis, tiens, mais alors si moi je suis comme ça, je me dis, back to Christelle, genre reviens à comment je peux me nourrir, aller me balader, ou tu sais, genre jamais s'oublier. Et vraiment, grâce à la dissociation, bah tu te remets à te jouer toi. Oui, Ouais. tu pars dans l'énergie. Ouais, dans l'énergie, dans justement pas être vidé et presque dans un état
Ouais. Bah, c'est-à-dire que si tu fais quelques heures de tournage, en tout cas moi ça m'est arrivé pour le coup, et puis que tu donnes vraiment tellement d'émotions, au bout d'un moment t'es fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, et après à toi de retrouver un moyen de faire un regain d'énergie en revenant à toi-même justement, comme tu disais Christelle, Ouais. et d'avoir ce regain d'énergie pour continuer ta vie propre, quoi, et Ouais. pas celle de ton personnage. bien Ok, sûr. on est d'accord, parce que ça me Ouais, fait ouais, un peu non, genre, non, non. waouh, Non, non, tu quand vas je parlais que- d'énergie, c'était vraiment Ok. juste les émotions que tu donnes, bah, physiquement, ça te fatigue, quoi. Il faut trouver un moyen notamment en revenant à ta personne, et puis de trouver, peut-être en faisant un petit peu de méditation, etc., juste d'avoir un regain d'énergie physique. Mhm. Très important. Et parfois, parce que vous êtes confronté à des horaires qui sont irréguliers, on peut tourner en plein milieu de la nuit, tout d'un coup on a dormi 2-3 heures, on retourne sur le plateau, il faut refaire certaines scènes, tout ça. Il y a effectivement une fatigue émotionnelle, une fatigue qui est plus profonde, mais physiquement aussi. Comment on tient certaines journées où tout d'un coup, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Ça, on le voit pas toujours, mais en fait sur un plateau de tournage, on attend énormément, entre parfois de prises, de scènes, etc., que la technique se remette à jour. Comment on gère cette fatigue physique pour le coup ? On est censé, normalement, alors moi je le fais pas, je suis un peu comme Churchill de No Sport, mais on est censé avoir un entraînement physique, en effet. Enfin, quand on prépare le Festival d'Avignon, par exemple, il faut qu'on commence à avoir 1 heure, 2 heures de routine sportive, de gainage, etc. Enfin, le corps, enfin, c'est l'école de Stanislavski qui était l'un des pionniers quand même dans une technique d'acting. Les mecs, ils faisaient de l'escrime, de la danse, de la musculation, etc. Parce que l'outil corporel, il est aussi hyper important. Mais c'est un peu comme tout dans la vie, c'est pour ça qu'on s'entraîne, Mais c'est oui. pour ça qu'on fait des écoles, c'est pour ça qu'on fait des études dans ce métier-là, parce que c'est ce qui permet de nous entraîner et de faire qu'on sera plus endurant, qu'on arrivera, voilà. On est à la première année, on a fait une journée de tournage, on est rincé, on est à la 2e année d'école, on a fait 5 jours de tournage, ça va bien, mais on commence à être fatigué, et petit à petit, en fait, on travaille l'endurance, c'est comme tout, en fait. Un esprit sain dans un corps sain, quoi. Exactement. Anima sana in corpore sano. Mais parce qu'on voit aussi un peu ce mythe de ce métier où c'est un peu la fête tout le temps, où on prend beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup d'excès, beaucoup de choses qui sont pas forcément saines, en fait. Et non, avec le temps, moi, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, il faut être solide, quoi. Faut mentalement, physiquement. C'est peut-être pas des critères nécessaires pour commencer, mais en fait, on se rend compte que pour bien faire son travail, c'est comme pour tout, il faut prendre soin de soi. Donc, assez important peut-être de mentionner ça un petit moment un peu de prévention. C'est vrai que d'ailleurs, j'aime pas trop, enfin, moi personnellement en tout cas, j'aime pas trop l'image du comédien et de l'acteur aujourd'hui qui se drogue, machin, etc. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui sont dans cette image-là pour le coup, et que eux, en fait, ils ont besoin de ça. C'est comme un besoin, c'est comme pour un médicament, ils ont besoin de ça pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif ou pour pouvoir préparer un rôle, etc. Et moi, je trouve ça complètement nul, parce que c'est à toi, en tant qu'acteur et en tant que comédien, de mettre les bonnes substitutions, de faire le bon travail en amont et la bonne préparation qui te permettra de prendre ton rôle comme tel. Après, s'ils sont addicts et qu'ils ont un autre problème, ça c'est autre chose, mais j'aime pas trop ce cliché de t'es acteur, t'es comédien, forcément tu prends de la drogue, de l'alcool, etc. C'est pas étonnant qu'il y en ait plein qui tombent là-dedans, parce que justement, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a tous une vie aussi à côté. Parfois, on cumule les jobs aussi. Donc, clairement, c'est un méga entraînement et il faut prendre soin de soi. Et c'est pas étonnant qu'il y en ait qui craquent. C'est hyper dur comme métier. Oui. C'est hyper dur. Ouais. Et vous avez beaucoup de mérite de tenir la route, quoi, parce qu'on vous en demande beaucoup, ça c'est clair. So far, so good. C'est vrai que moi, une des choses qui m'impressionne le plus, c'est votre capacité à retenir du texte. Moi, j'ai du mal à retenir vos prénoms, c'est pour ça que je vous ai demandé d'écrire vos prénoms sur des petites feuilles. Incapable. Est-ce que vous avez des astuces, en fait? Parce que j'imagine que... ça dépend des rôles que vous avez, mais j'imagine que chacun a un peu peut-être sa petite astuce pour retenir son texte ou... Déjà, on n'est pas tous égaux, c'est ça qui est Oui, vraiment très injuste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent 4 fois le texte, ils le savent. Et puis après, c'est que de l'entraînement. Enfin, voilà. C'est un muscle. C'est un muscle, exactement. J'ai un peu l'impression que les gens de dehors, ils voient ça un peu comme si, genre, on a un monstre machin à prendre de 18 pages et puis qu'on doit tout savoir sur le bout des doigts en arrivant. Mais en fait, comme tu l'as dit avant, Roman, il y a plein de moments sur le tournage où on attend. Donc on a aussi le temps de revoir le texte, oui, je sais sûr. pas comment fonctionne Non, mais c'est vrai, moi je prends aussi clairement ces moments pour me remettre dedans, et puis oui, on doit le savoir sur le bout des doigts, c'est du par cœur pour ensuite pouvoir mettre de l'intention dessus et tout ça, mais c'est aussi tranquille, quoi. Et il y a un truc magique aussi, c'est moi je trouve, de le lire avant de dormir, d'apprendre.
ensuite d'aller dormir et le lendemain matin, je sais pas comment, mais le sommeil a fait que waouh, j'ai le texte. Mais je comprends pas comment, enfin je pense qu'il y a plein de choses qui se passent pendant Et qu'on dort. d'ailleurs, très belle image par rapport à ce que tu dis pour ceux qui ont la rêve de Dexter. C'est vieux, d'accord, mais l'omelette au fromage, et bah c'est exactement ça. Et bah, c'est exactement ça que les vieux comprendront. En fait, c'est que nos ondes cérébrales se baissent, donc on est dans une fréquence où le subconscient est actif, et donc ça te restitue ensuite des informations. Voilà, Très bien. Donc ça rejoint la méditation. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Et puis moi aussi, l'utilisation de la visualisation, c'est-à-dire que mettre une image sur certains mots clés, vraiment une image très visuelle, en fait, ça va me mettre un peu comme des piliers au travers de tout le texte, sur lequel j'ai plus qu'à faire des ponts entre chaque pilier, j'ai des repères, chaque 5-6 phrases, dont j'ai l'image très forte. Ouais, des mots. Et du coup, je sais qu'à la limite, si je me casse la gueule sur 2-3 mots, tac, j'ai mon prochain pilier qui me remettra sur la route. Et puis, je sais pas vous, mais après les pensées, moi je rajoute les pensées chaque fois. À chaque fois que je dis la prochaine phrase, mon perso il est en train de dire oui, mais, et puis il y a la vraie phrase qui est écrite. Enfin, moi c'est l'enfer les textes, hein, mais je prends le temps et non, mais vraiment, c'est une torture. Mais une fois que je le sais, mais ça prend du temps. Et c'est quoi ta technique du coup? Le lire une première fois et avoir toutes les images qui viennent. J'ai besoin que, par exemple, si je dis ma sœur était assise sur le canapé, ben je vois ma sœur qui est assise sur le canapé. Et puis ensuite, il y a toutes les images. Vraiment, j'ai besoin de l'avoir vécu parce que le perso, il le dit. C'est un texte qui est dit, donc c'est le personnage qui le dit. C'est qu'il a les images quand on parle. Quelque part, tu te fais le film avant le film. Ah ouais. Je vis la chose Et avant. tu regardes si après, à la fin du montage, si ça correspond. Mais je pensais pas ça à ce moment. C'est pas juste Le une... canapé, il était rouge. Personnellement, moi j'enregistre mon texte et je l'écoute vraiment comme une musique à blanc. Et puis une fois que je l'ai, après je mets comme toi les images. Ah ouais, vous avez vraiment chacun votre technique en fait. Mais très important, le départ à blanc. C'est sûr. Parce que très vite, sinon, on se met dans une musique automatique du texte. Et après, pour s'en sortir, c'est très difficile. J'ai trouvé une petite technique hyper sympa. Pour le coup, c'est hyper personnel, mais pour moi, elle fonctionne. Tu prends ton texte que tu dois apprendre, tu écris sur une autre feuille la première lettre de chaque mot, avec la ponctuation. Par exemple, je t'aime, tu vas écrire J majuscule, espace, T apostrophe, espace A. D'accord? Et en fait, tu fais tout ton texte comme ça. Et en fait, c'est la mémoire, j'ai plus le nom exactement, mais en fait, c'est ta mémoire, elle va juste se souvenir de la première lettre, elle va savoir quelle est la suite du mot. Compléter. Et après, tu vas apprendre comme ça petit à petit. Après, tu fais la première lettre de la phrase, la première lettre du paragraphe, la première lettre du texte en entier, et tu sais restituer ton texte de manière hyper rapide. C'est bien. Je profite. Merci, je prends. J'ai une question, les acteurs. Vous aussi, vous avez le texte en visu, genre... Ouais, carrément. Oui, Ah bah mémoire ouais. visuelle. Ouais, feuille. Ok, Ouais, moi aussi, Que tu le vas chercher ton paragraphe. mot, Non, mais ouais. exactement, c'est trop ça. La couleur du stabilo. Ouais, exactement. Oui, toi, je savais, on en avait parlé. Je suis Iron Man, et puis t'as les phrases qui apparaissent. Non mais c'est ça. Et si le texte est imprimé d'une autre manière parce que Ça confusionne. voilà, Mais c'est ça. carrément. Et que le début du texte est sur l'autre page alors qu'avant on est Ouais, ouais, je ouais. ne sais plus, je sais Ah pas. bah, je suis d'accord. En fait, ce qu'on dit pas, c'est que les acteurs sont hyper psychorigides sur les textes. D'accord. Par ton chat. De ouf. Ouais, super. Mais ça vous appartient et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a autant de méthodes que de personnes, du coup. Et on peut rebondir un peu sur ça justement et gentiment clôturer parce qu'on va bientôt arriver au bout déjà de cette première partie. Vous avez des expériences multiples. Qu'est-ce qui parfois vous a... Ou plutôt, disons, vous avez rencontré sûrement plusieurs personnes, plein de personnes. Vous avez été dans plein d'endroits différents, vécu plein de moments particuliers. Est-ce que vous avez une anecdote que vous auriez envie de partager, qu'elle soit amusante, particulière, peu importe en fait, un petit moment qui vous a marqué? De manière large. Donc. Autour de l'acting. Vraiment ou très large, dans la autour vie de l'acting, Ouais, ouais, l'acting. mais vraiment assez large sans Sinon, ça forcément... Mais non, quand t'as été faire les courses la semaine Rencontrer ma voisine. Vraiment, des bigoudis jaunes. Ouais, peut-être on peut conclure sur chacun une petite anecdote si vous êtes d'accord. Je sais pas, alors moi je Comme dirais ça, simplement, c'est un peu large, mais la tête que les gens ont quand ils se préparent, et ensuite la tête qu'ils ont dans leur rôle, des fois ça m'a... Waouh, je trouvais ça impressionnant et je trouvais ça magnifique. Voilà, c'est juste ça. Incroyable. J'ai vraiment l'image de Leonardo DiCaprio juste avant qu'il Mais joue bien le sûr, loup de Wall Wall Street. Street. Ouais. J'avais la même image. Voilà, c'est ça. J'avais la même image. C'est le cliché. Le voit glisser dans son personnage. Et puis, C'est immédiatement. quoi. Ouais. C'est marrant. La concentration. Ah, puis la croyance immédiate. Mm. Il est dedans tout de suite, C'est au ça. bon endroit, et c'est... Trop fort. Ça Trop, tourne, trop fort. quoi.
On y est, ouais. Ouais, moi je crois qu'un souvenir assez émouvant finalement, c'était la première fois que j'ai été maquillé par une maquilleuse pro et où j'ai finalement pris conscience que j'y étais, quoi. C'est-à-dire que ce rôle, pour la première fois avec une équipe complète et ce fait qu'on te maquille, je me dis ok, ça y est, j'y suis. C'est concret. Et c'était hyper grisant. J'en ai encore un peu les frissons Ah avec ouais. pour parler. Ouais. Je rejoins ce que tu dis parce que c'est vrai que le costume fait beaucoup dans un personnage. Le costume fait énormément et pour le coup, pour le film de Adam le Hibou, le costume, le décor, l'environnement m'a tellement aidé. T'as un sacré costume, Funèbre. Il m'a tellement aidé. Trop top. En fait, j'enfilais ma On veste. ressemble à rien à côté de lui, quoi. J'enfilais ma veste et direct c'était ok. Raphaël il est pas là, c'est Adam. L'intonation, le tout, il y a des petits trucs qui changent dans la tête, il y a un switch. Et c'était assez fou et j'ai superbe anecdote et je trouve que ça fait vraiment énormément et il faut pas le négliger. Ouais, c'est clair. On a vraiment de la chance sur ce film. Hein. Enfin, je veux dire, Robert, il a quand même des images qu'il porte et qu'il nous propose qui sont des beaux tremplins pour notre jeu. C'est vrai. C'est sûr. D'ailleurs, merci Robert. Ouais. Merci, Robert. Vous avez un petit mot à lui transmettre? Enfin, une petite. Robert, on t'aime. On t'aime Robert, mais pourquoi tu n'es pas là ce matin? Oui, Pardon, oui. Anecdote, du coup, personnelle. C'était un tournage, un de mes premiers sur fond vert. Et c'est une scène où mon perso fait un cauchemar et elle mangeait sa mère. Donc, on est sur fond vert, il y a un cadavre qui est préparé, il y a toute sa partie du côté du ventre qui est ouvert. On m'avait préparé de la fausse viande, plein de sang, donc c'est froid, c'est un espèce de goût de sirop truc. Et toi, tu te dis, ok, je dois me lancer, là, je vais aller dévorer ma mère. Et tu switches dans ton cerveau et tu dévores ta mère. La routine, quoi, le quotidien. D'où le petit mot dans la voiture après. C'était ce même tournage. Je pleurais. Allô maman. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous demandez. Oh putain. C'est exactement ça. Quand la fiction rattrape la réalité. Je te jure. Encore peut-être une dernière anecdote? Bah moi là, récemment, j'ai eu la chance de créer une pièce de 20 minutes à Paris. Et c'était génial parce que du coup, comme tu dis, costume, ça change beaucoup. Et ça change aussi, le côté d'avoir l'écriture de la pièce, la mise en scène de la pièce et de jouer ta pièce, ça fait que ton cerveau, il est à 3 endroits différents. Donc d'abord, tu vas penser comme celui qui écrit. Ensuite, t'as le toi mise en scène qui va se dire mais c'est pas comme ça que tu devrais faire, tu devrais plutôt faire comme ça. Et t'as l'acteur qui dit mais j'ai trop envie de jouer ça, mais en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc en fait, il y a une espèce de Kathleen en 3 fois, en actrice, en mise en scène et en écriture. Et c'était un gros bordel dans la tête. Et donc c'était une super expérience aussi d'essayer de faire de l'ordre là-dedans et de créer quelque chose à la fin. Voilà. Et ton décor était fou. Et oui, j'ai oublié Kathleen décoratrice. Et un jet son et un jet lumière. Heureusement que non, c'était marrant. Et d'ailleurs, c'est là où tu vois où la lumière aussi est hyper importante, surtout en théâtre. Ça a changé beaucoup. Enfin, ça a donné une atmosphère, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En plus de ton décor qui était déjà magnifique, ça a donné une atmosphère, plus ton costume, plus ton personnage. Ça fait que c'était méga réussi. C'est un travail d'équipe. Le travail d'équipe, exactement. Ouais, revenir à ça. Est-ce que je peux encore juste terminer avec, je pense, c'est plutôt une sensation, mais je pense que ça va nous parler à tous. Pour moi, le truc qui reste quand je pense à mon métier de comédienne, c'est vraiment cette sensation, ce sentiment qui peut t'arriver sur scène ou devant la cam, où tout d'un coup, il y a un truc qui se passe dans ta tête et dans ton cœur, et tu te dis, là, je suis au bon endroit, au bon moment. Et c'est une sensation juste incroyable et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Je valide. Et tout le monde a l'air d'être d'accord. Non mais de ouf, c'est une réalité qui vient et t'es là genre oh putain je vibre l'instant, je suis là. T'es vibrant, vraiment. C'est littéralement, je sais pas, il y a une espèce d'énergie qui sort de toi à ce moment-là et magique. T'es entièrement là. Voilà, t'es là. Que ce moment. Full présence. L'intensité. Très puissant. Ce fameux état de flow là, comme dans la culture japonaise, on est parfaitement dans l'instant, dans la vague, quoi, tu surfes avec. Tout seul. Ouais. Je pense que beaucoup de gens qui auront écouté ce podcast, dont moi, auront envie de faire de l'acting après ça. Et bien rejoignez-nous.
Voilà, et en fait, c'est ça, c'est rejoignez-nous. Un très beau moyen d'ailleurs de terminer cette première partie qui aurait été très riche de plein de matières vraiment hyper intéressantes pour le coup. Merci. Merci d'avoir partagé ça, c'est vraiment super. On se réjouit énormément de la sortie du film, du coup, pour voir un peu ces merveilleuses personnes qu'on a face à nous, justement. Mettre des visages sur ces noms et ces voix. Les voir dans leur performance. Et puis, on va bientôt passer sur la partie 2, qu'on vous invite aussi à écouter, justement, puisque l'épisode ne s'arrête pas là. Exactement. Et on vous mettra toutes les informations donc, du film, du crowdfunding également, qui va bientôt sortir pour la partie 2 du film. On vous invite à aller participer. Et on vous mettra toutes les informations par écrit dans la description du podcast. Et on se retrouve dans la partie 2 tout de suite. Merci d'avoir écouté. Le podcast Romano.